Nous passons toutes et tous une grande partie de notre temps en ligne. Mais saviez-vous qu'un duel silencieux a lieu en coulisses? D'un côté, les cryptographes chiffrent nos données, et de l'autre, les pirates cherchent à les récupérer. Chaque jour, nous envoyons 360 milliards de mails à travers le monde. Faisons des achats sur Internet, utilisons des services bancaires en ligne et bien d'autres choses encore. Et bien sûr, toutes ces opérations doivent être sécurisées. Un jeu du chat et de la souris, car même le cryptage le plus sécurisé n'est sûr que jusqu'au jour où il est piraté. On voit déjà venir des technologies dont les pirates pourraient se servir et qui seraient capables de casser la cryptographie actuelle. N'est-ce donc plus qu'une question de temps avant que le monde numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui ne s'effondre? Ou serons-nous capables un jour de créer un chiffrement qui résiste à tout type d'attaque? Petit sondage. Combien de fois par jour utilisez-vous des mots de passe? Vous utilisez probablement la cryptographie des centaines de fois par jour sans vous en rendre compte. La plupart du temps, on prend conscience de la cryptographie quand on surfe sur Internet et qu'on aperçoit un petit cadenas dans la barre de recherche. Ça signifie que la connexion est chiffrée et authentifiée et qu'on est connecté au bon serveur. On utilise aussi la cryptographie à chaque fois qu'on communique via un service de messagerie comme WhatsApp ou Signal. Et pour cause, qui aurait envie que des informations confidentielles tombent entre de mauvaises mains? Statistiquement, nos mots de passe personnels sont attaqués 600 fois par seconde. Pour contrer ces attaques, les cryptographes tentent de mettre au point des chiffrements ultra sécurisés. Leurs adversaires, les cryptanalystes, essayent quant à eux de les pirater. Et s'ils parviennent à leur fin, il n'y a plus qu'à tout recommencer. La cryptographie a toujours lieu entre deux parties. L'une d'elles s'appelle Alice et l'autre Bob. Alice essaie d'envoyer un message à Bob, tandis qu'un autre attaquant cherche à écouter la communication. Il s'agit souvent d'Eve, qui vient du mot anglais eavesdropper, qui signifie oreille indiscrète. Ce ne sont pas des noms au hasard, mais bien ceux qu'on utilise en cryptographie. Ok, la confidentialité est l'une des principales missions de la cryptographie. Elle doit faire en sorte que personne ne puisse savoir ce qu'Alice et Bob ont à se dire. Une des autres tâches qui lui incombent peut être importante pour votre voiture, par exemple. Non, pas celle-là. Je parle des voitures modernes. Si vous voulez ouvrir votre voiture à distance, vous appuyez sur votre clé et la voiture va communiquer avec la clé pour vérifier que c'est bien la bonne clé. Ça, c'est de l'authentification, donc de la cryptographie. La voiture, ou plutôt Bob, tient à savoir à qui elle a affaire. Et si c'est bien Alice qui lui a envoyé un message et non pas Eve qui se ferait passer pour elle. Le troisième besoin auquel répond la cryptographie, ça s'appelle l'intégrité. Il s'agit pour Bob d'être capable de vérifier que le message qu'il a reçu, c'est bien celui que lui a envoyé Alice. Donc on veut vérifier qu'il n'y a pas eu de modification au cours de la transmission du message. Si Alice écrit à sa banque et qu'elle dit « s'il te plaît, envoie 100 € pour mon loyer à Eve », Eve, on ne veut pas qu'elle soit capable de remplacer 100 par 1000. Tout ça, c'est bien joli. Mais comment trouver un chiffrement suffisamment sécurisé pour que les pirates s'y cassent les dents? Pour se représenter l'ampleur de ce défi à relever, il faut remonter un peu plus loin dans le temps, à l'époque où les premiers codes secrets ont été créés. 400 avant Jésus-Christ, on a retrouvé des traces concernant les habitants de Sparte qui utilisaient une méthode ingénieuse pour envoyer des messages à d'autres cités-États. Les Spartiates y recourent surtout en temps de guerre pour échanger des messages confidentiels. À l'époque, leur code secret se limite à un bâton en bois muni d'un ruban de cuir. On appelle ça une citale. Et le principe est le suivant. Vous prenez votre bâton de bois et vous allez enrouler votre ruban de cuir qui est vierge au départ, autour de ce bâton de bois. Et vous allez écrire votre message, celui que vous voulez envoyer, en écrivant une lettre par circonvolution. Lorsque vous déroulez votre bande de cuir,
En fait, tout ce que vous allez voir, enfin, tout ce que quelqu'un va voir, quelqu'un qui intercepterait le message, c'est simplement une suite de lettres sans aucun sens. On ne peut rien lire là-dessus. Seul celui qui possède un bâton de la même épaisseur peut enrouler le ruban et déchiffrer le message codé composé de lettres. Bien que les Spartiates aient trouvé cette idée astucieuse pour chiffrer leurs messages secrets il y a plus de 2000 ans, ils n'ont pas pour autant été les premiers cryptographes. Alors l'histoire de la cryptographie remonte il y a bien longtemps, plus de 3500 ans. On a trouvé des traces de tablettes en Mésopotamie, des tablettes d'argile, sur lesquelles quelqu'un avait chiffré, donc protégé, la recette d'un vernis pour une poterie. Donc on était face à quelqu'un qui voulait se protéger de l'espionnage industriel. Donc... Et tout comme on a toujours voulu protéger des messages secrets, privés ou publics, en mettant au point diverses méthodes de chiffrement sophistiquées, il y a probablement eu, à l'inverse, des individus déterminés à les décrypter. Historiquement, il y a toujours eu un jeu du chat et de la souris. On n'a jamais cessé de créer de nouveaux chiffrements, tandis que des cryptanalystes s'efforçaient de les décrypter. Et ce, même si ça a parfois pris beaucoup de temps. Prenons le code César, qui remonte, comme son nom l'indique, à Jules César. Pour échanger des messages secrets avec ses généraux, l'empereur romain décale de 3 lettres l'ordre de l'alphabet. Une astuce simple et efficace. Cette méthode a longtemps été utilisée et il faudra attendre 800 ans pour que le code soit décrypté. Et voici comment. Il suffit de faire une analyse fréquentielle, donc de regarder le message qu'on reçoit chiffré et de compter les lettres qui apparaissent. Et très rapidement, par exemple si c'est un texte en français, on va voir qu'il y a une lettre qui est beaucoup plus fréquente que les autres, donc imaginons le H, et ça nous permettra de déduire que le H, finalement, c'est la lettre très fréquente du français, donc le E, et on reconstitue comme ça les correspondances de lettres. Et 1-0 pour les décrypteurs. Il ne restait plus qu'à trouver une nouvelle méthode de chiffrement plus efficace. Dès le XVIe siècle, et plus tard à la cour de Louis XIV, plusieurs lettres, voire mots entiers, sont remplacés par des symboles. Lorsque le roi Soleil souhaite envoyer des messages secrets, il utilise un alphabet entier composé de milliers de symboles différents. Seuls ceux qui ont accès aux grands chiffres, la clé du système, peuvent comprendre le contenu des correspondances sensibles de la couronne. Désormais, compter les lettres ne suffit plus. Les cryptographes ont complexifié le système. Donc c'est vraiment ce jeu d'attaque et de défense en parallèle qui ont permis l'avancée de la cryptographie et le passage aussi d'une ère à une autre. Malgré tous les progrès accomplis, les cryptographes ne peuvent toutefois jamais être sûrs à 100%. Et ce, pour une raison bien précise. Pour y voir plus clair, revenons à Alice et Bob. Si ces deux-là souhaitent échanger des messages confidentiels, ils ont toujours besoin de la même clé de déchiffrement secrète. Pour rappel, chez les Spartiates, la clé était un bâton. Pour Louis XIV, c'était le grand chiffre. Quant au secret de César, il consistait à décaler l'alphabet de 3 lettres. Et voici le cœur du problème. Comment je fais pour échanger cette clé? Cette question, en fait, on n'a jamais réussi à la résoudre pendant plus de 3000 ans. Et c'est un petit peu le principe du serpent qui se mange la queue. Ça veut dire que ce qu'on savait faire, c'était envoyer un message chiffré de manière sécurisée. Si on savait envoyer un message chiffré, la clé, de manière sécurisée. Mais comment Alice et Bob peuvent-ils échanger leurs clés secrètes avant de s'envoyer un message crypté sans qu'Ève ne parvienne à l'intercepter? Surtout si Alice et Bob ne se rencontrent jamais en personne. Un des problèmes qui s'est posé avec l'apparition des premiers télégraphes et stations de radio à l'époque moderne, c'est la multiplication de nos communications. Pour ces raisons-là, on va avoir besoin de chiffrer de plus en plus, il y a de plus en plus de messages écrits, et on va vouloir que ça se fasse plus rapidement. Le problème de la clé a constitué le point faible de la cryptographie pendant 3 millénaires, jusqu'à ce que 2 cryptographes américains aient une idée lumineuse.
Au milieu des années 1970, Whitfield Diffie et Martin Hellman élaborent une toute nouvelle méthode. Au lieu d'échanger des clés secrètes en prenant des risques, Alice garde simplement la clé secrète auprès d'elle. Cette idée a un lien avec des cadenas ouverts. J'envoie ces cadenas partout dans le monde, mais je garde la clé avec moi. Et tous ceux qui souhaitent m'envoyer un message peuvent le mettre dans une boîte, la cadenasser, puis me l'envoyer. Je serai alors le seul à pouvoir ouvrir ce cadenas et à lire le message. Il s'agit là de la base de la cryptographie moderne. Mais dans la réalité, c'est bien sûr un peu plus compliqué. Aujourd'hui, la cryptographie qu'on utilise partout dans le monde, et quel que soit le domaine, repose sur des problèmes de mathématiques. Des problèmes de mathématiques? Eh bien, cette nouvelle va raviver chez certains de beaux souvenirs d'école. Pas de panique, nous n'allons pas faire un cours de maths, juste une petite démo avec du dentifrice. Donc on veut un problème qui, dans un sens, fermer le cadenas, soit facile, accessible à tout le monde, mais qui soit difficile dans l'autre sens. On ne veut pas que quelqu'un puisse ouvrir le cadenas. Facile dans un sens, difficile dans l'autre. C'est comme avec le dentifrice. Le faire sortir du tube est un jeu d'enfant, mais avez-vous déjà essayé de le remettre dedans? Et maintenant, place à un petit calcul mathématique. Vous allez voir, c'est le même principe. Prenons la multiplication de deux chiffres. Je vais choisir deux nombres premiers, par exemple le 3 et le 5. 3 fois 5 égale 15. Mais à l'inverse, il est beaucoup plus difficile de trouver tous les nombres premiers qui permettent d'obtenir un 15. Car pour cela, on est obligé de tester tous les nombres premiers avant d'atteindre ce résultat. En ce qui concerne 3 fois 5 égale 15, c'est relativement simple parce que 15 est un nombre composé de deux chiffres. En revanche, si on a affaire à des nombres composés de plusieurs centaines de chiffres, c'est là que ça se complique. Et c'est précisément sur ce type de problème mathématique, appelé factorisation, que repose aujourd'hui le chiffrement RSA. Baptisé selon les initiales de ses créateurs, Rivest, Shamir et Adleman. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui lorsqu'on se connecte au serveur d'une banque, par exemple. Il va alors se produire deux choses. La première, c'est que notre navigateur se connecte au serveur de la banque, puis échange une clé virtuelle afin que la banque et nous possédions une clé commune. Enfin, on a recours à des signatures numériques pour s'assurer qu'il s'agit bien du serveur de la banque en question. Presque tous les systèmes du monde numérique sont sécurisés par la cryptographie qui repose sur des problèmes mathématiques. Et cela vaut aussi bien pour nos emails que pour notre carte bancaire ou encore notre connexion à un site web sécurisé. Mais à quel point nos données sont-elles sécurisées? Alors ce que je vais vous dire est très inquiétant. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui repose sur des problèmes de mathématiques, mais on n'a aucune preuve qu'on ne sait pas les résoudre. On ne peut pas prouver que ce sont des problèmes difficiles. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? Que les pirates sont potentiellement capables de résoudre n'importe quel type de problème mathématique? Je peux vous donner l'exemple du plus grand nombre entier qui a jamais été factorisé. Ça, c'est vraiment un record du monde, c'est-à-dire que le plus grand nombre entier qui a été factorisé, c'est celui-ci, et on a été capable de dire qu'il était égal à un nombre fois un autre. Le plus gros qu'on ait jamais résolu, il fait 250 chiffres. Mais est-ce que les très grands nombres ne peuvent pas être décryptés, du coup? Donc ça nous amène à une question un peu philosophique, qui est qu'est-ce qui est infaisable? Et infaisable, c'est différent de non fait. Par exemple, si vous prenez un nombre de 600 chiffres, donc c'est une clé RSA de 2000 bits, pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose qu'on estime infaisable avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Ce nombre composé de 600 chiffres est donc théoriquement indéchiffrable, peu importe la puissance des calculateurs dont on dispose. On imagine qu'on prend tous les habitants de la planète, 7 milliards de personnes, et qu'à chaque personne, on donne un ordinateur portable, comme celui que vous avez chez vous. Et on imagine que tous ces ordinateurs-là vont ensemble travailler à faire tourner l'algorithme, le meilleur algorithme qu'on connaît, celui qui a déjà cassé la factorisation précédente. Et on se demande combien de temps ça va leur prendre à tous ces ordinateurs de la planète pour résoudre le problème.
Si on fait tourner ces ordinateurs-là, si on avait commencé ce calcul depuis plus de temps que l'âge de l'univers, alors on n'aurait toujours pas trouvé le résultat. Ok, autrement dit, il faudrait presque 14 milliards d'années de calcul et on n'obtiendrait toujours pas de résultat. Même le plus patient des pirates n'aurait donc aucune chance de le décrypter. C'est ce qu'on entend par calcul infaisable. Si on ne peut pas prouver qu'un problème est mathématiquement insoluble, il faut au moins s'assurer que le pirate n'ait statistiquement aucune chance de décrypter le code, par manque de temps. Même s'il y a un gouvernement qui n'explique pas ce qu'il est en train de faire et qui essaye de casser ce très très gros nombre pour pouvoir avoir accès à des informations confidentielles, ça serait visible. On pourrait faire bouillir 16 fois intégralement l'eau qui est sur toute la Terre avec l'énergie dont on a besoin pour alimenter ces ordinateurs-là. Mais pourquoi certains comptes bancaires sont-ils tout de même détournés? Ou certaines institutions piratées? Comment est-ce possible? Certains pirates n'ont même pas besoin de casser le chiffrement, notamment parce qu'un utilisateur peut avoir opté pour un mot de passe peu sécurisé ou parce que des logiciels non sécurisés ont été utilisés. Ce n'est pas parce qu'il existe des systèmes de chiffrement sûrs que tout le monde les utilise. Dans la majeure partie des cas, ce sont les erreurs humaines qui rendent la cryptologie vulnérable. Prenons un des exemples les plus célèbres, Enigma, la fameuse machine cryptographique utilisée par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Une sorte de machine à écrire renfermant 3 rotors reliés les uns aux autres. Enigma n'est autre qu'un énorme enchevêtrement de câbles. La position des 3 rotors en rotation détermine l'itinéraire qu'emprunte le signal et la lettre à laquelle, par exemple, le B est relié. En l'occurrence, il devient un D. Si l'on considère l'ensemble du codage, cela équivaut à 159 trillions d'options possibles. Seul celui qui connaît la position exacte des 3 rotors est en mesure de décoder un message avec sa propre machine Enigma. Et c'est précisément ce que les Alliés ont tenté de faire pour intercepter les communications secrètes de la marine allemande. Le fait que les Allemands remplaçaient les rotors chaque jour ne leur a toutefois pas facilité la tâche. Donc si vous n'avez pas réussi à trouver au bout de 24 heures la bonne clé, votre travail il part à la poubelle et vous devez recommencer. Le film Imitation Game montre que les alliés britanniques, qui font appel au cryptologue Alan Turing, ont tout de même réussi à décrypter le code Enigma. C'est là que la bureaucratie allemande est entrée en jeu. En fait, les Allemands envoyaient un bulletin météo tous les matins à 6 heures. Et celui-ci avait toujours la même structure. On avait donc un texte de base et le texte codé correspondant. 3 mots ont suffi à l'équipe de Turing pour réduire considérablement le nombre de combinaisons et déchiffrer le code Enigma. They send a weather report every day at 6 a.m. So that's 3 words we know will be in every 6 a.m. message. Weather, obviously, and Heil bloody Hitler. Heil bloody Hitler. Tous les messages se concluaient par Heil Hitler. Ils recevaient donc toujours ce message avec le texte codé correspondant, ce qui a permis aux cryptographes de déchiffrer le code Enigma. À partir de 1941, les Alliés ont ainsi pu intercepter les communications des forces navales allemandes. Ce dispositif aurait permis de raccourcir le conflit mondial. Ok, mais si nous ne commettons aucune erreur évitable, peut-on affirmer pour autant que nous sommes supérieurs aux pirates ? La cryptographie n'est qu'un maillon de la sécurité informatique, mais pas des moindres, car il s'agit aussi de l'une de ses pièces maîtresses. D'accord, mais les pirates progressent aussi de leur côté, non ? Les ordinateurs sont de plus en plus rapides, mais confrontés à certaines limites physiques. Les systèmes de cryptage actuels utilisent des clés de chiffrement de 128 bits. Et chaque bit ajouté doublerait le temps nécessaire pour les pirater. Cela signifie que si les ordinateurs sont aujourd'hui 2 fois plus rapides, il suffit de renforcer la clé d'1 bit. Et s'ils étaient 100 fois plus rapides, il faudrait l'augmenter de 5 à 6 bits. Pour résumer, si la clé secrète est suffisamment longue, on peut partir du principe qu'elle est assez sécurisée. C'est plutôt rassurant, non ? Une grande menace plane à l'horizon, et elle porte un nom.
l'ordinateur quantique. Les pirates ont donc plus d'un tour dans leur sac. L'ordinateur quantique. Mais qu'est-ce qui le rend si dangereux? Alors que les ordinateurs classiques sont basés sur un principe binaire composé uniquement de 0 et de 1, un ordinateur quantique, lui, utilise des qubits. Il ne s'agit plus de bits composés uniquement de 0 et de 1, mais d'une superposition de 0 et de 1. En d'autres termes, les ordinateurs quantiques peuvent traiter beaucoup plus d'informations à la fois. Pas seulement des 0 ou des 1, mais des 0 et des 1 en même temps. Imaginez que vous soyez au beau milieu d'un labyrinthe et que vous en cherchiez la sortie. Si vous vous retrouvez dans un cul-de-sac, il vous suffit de revenir sur vos pas et de tourner à gauche au lieu d'aller à droite. Un ordinateur classique procéderait exactement de la même manière. Il essaierait d'emprunter chaque chemin jusqu'à ce qu'il trouve la sortie. Un processus pour le moins laborieux. Un ordinateur quantique, quant à lui, pourrait à la fois tourner à gauche et à droite, c'est-à-dire prendre toutes les intersections en même temps et visualiserait d'un coup ou presque l'ensemble du labyrinthe. Et il mettrait donc aussi beaucoup moins de temps à trouver la sortie. Voilà donc l'atout majeur d'un ordinateur quantique, mais aussi la raison pour laquelle les cryptographes sont dans tous leurs états. Car même si les ordinateurs quantiques sont loin de pouvoir résoudre toutes les énigmes du monde, ils finiront bien par venir à bout des problèmes mathématiques sur lesquels repose la cryptographie. Donc c'est vraiment l'intégralité de la cryptographie de notre quotidien qui serait touchée par un ordinateur quantique. Il s'agit là d'une nouvelle plutôt inquiétante. Les pirates auraient-ils alors une chance de triompher? Notre société, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne pourrait pas fonctionner sans la cryptographie. Les conséquences seraient même dramatiques. Tous les messages de chat et autres emails seraient rendus publics. Les transactions financières s'effondreraient. Plus aucun logiciel ne serait sécurisé. Une catastrophe qui signerait la fin de la sécurité numérique. On en arrive donc toujours à la même conclusion. Tout système de chiffrement finit par être obsolète. Et lorsque sonnera l'ère quantique, nos systèmes de chiffrement actuels seront dépassés, à l'instar du bâton en bois des Spartiates. Alice et Bob n'auront plus qu'à inventer un nouveau système. Mais rassurez-vous, pour qu'un tel scénario se produise, encore faut-il que des ordinateurs quantiques ultra sophistiqués voient le jour. Les ordinateurs quantiques dont nous disposons aujourd'hui ne sont évidemment pas encore en mesure de casser les systèmes de cryptage actuels. Sinon, on serait en pleine panique et sûrement pas assis là tranquillement à discuter. Un article de 2021 indique qu'avec les clés que nous utilisons aujourd'hui, il faudrait environ 20 millions de qubits pour casser le chiffrement RSA. Bien que la technologie progresse, les prototypes d'ordinateurs quantiques actuels calculent seulement avec environ 1 millier de qubits. Cela nous laisse donc largement le temps de développer un nouveau système de chiffrement, non ? On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Aujourd'hui, nous transmettons des informations qui devront être protégées pendant de nombreuses années. Sans compter que les pirates enregistrent les communications cryptées actuelles, les stockent et pourront les décrypter d'ici 10 à 20 ans à l'aide d'un ordinateur quantique. Il faut le démêler ? En clair, il s'agit de collecter des données aujourd'hui pour pouvoir les décrypter demain. Le jeu du chat et de la souris risque-t-il de basculer en faveur des pirates? Une chose est sûre, il va falloir élaborer un nouveau code secret. Mais quel chiffrement serait assez robuste pour résister non seulement aux attaques actuelles, mais aussi à celles d'un adversaire qui ne fera son apparition que dans le futur? Pour que ça fonctionne mathématiquement parlant, il faudrait que les espaces entre les mailles soient bien régulières. L'Institut américain des normes et de la technologie a lancé un grand concours de cryptographie en 2016. 3 des 4 systèmes de chiffrement sélectionnés ont été mis au point, entre autres, par ces 2 hommes. Mais à quoi ressemblera le nouveau cryptage sécurisé? Ce que nous voyons ici, c'est un réseau mathématique. Les points de ce réseau se trouvent aux intersections de ces fils. Ça, c'est un point du réseau, et ça aussi. Le problème mathématique compliqué à résoudre pour les ordinateurs quantiques est le suivant.
Si je prends un point quelconque de ce maillage et que j'y ajoute une petite erreur, c'est-à-dire que je me déplace un peu plus haut ou un peu vers la droite ou vers la gauche, je me retrouve à peu près ici. Le plus gros dilemme, c'est de pouvoir revenir à ce point-là. Autrement dit, si on m'indique ce point légèrement décalé, quel sera le point le plus proche? Un problème assez simple à résoudre. Mais l'ordinateur quantique ne va pas s'en sortir aussi facilement, n'est-ce pas? Avec nos méthodes modernes, nous utilisons des réseaux qui n'ont pas seulement 2 ou 3 dimensions, mais 500. Et réussir à trouver le point du réseau le plus proche dans tout ce maillage, c'est un vrai casse-tête que même les ordinateurs quantiques seraient incapables de résoudre. Des centaines de dimensions spatiales. Même le meilleur ordinateur quantique se perdrait dans un tel enchevêtrement de fils. Sur ces maillages abstraits, on peut se retrouver confronté à des problèmes difficiles à résoudre par tout type d'ordinateur. Pour l'heure, les méthodes basées sur des réseaux mathématiques sont donc les candidates privilégiées pour le chiffrement dit post-quantique, que les grands services en ligne intègrent déjà progressivement aux infrastructures numériques existantes. Lorsque ces méthodes sont intégrées dans de nouvelles applications, on continue de les combiner avec la cryptographie déjà en place, afin de s'assurer qu'en cherchant à sécuriser les systèmes, on ne les rende pas plus vulnérables par inadvertance. C'est un peu comme avec le vélo. Si on utilise 2 antivols différents, on a moins de chances de se le faire voler. Nous sommes donc toujours en quête du code secret le plus parfait possible. La course va-t-elle bientôt se terminer ? Les cryptologues ont-ils finalement pris l'avantage sur les pirates dans la dernière ligne droite et remporté la victoire ? Alors moi, je pense qu'il n'y aura jamais de fin à ce jeu d'attaque et de défense. Donc cette idée qu'on va toujours avoir de l'attaque, de la défense et qu'on va en permanence être en train d'évoluer, je pense que c'est vraiment l'avenir de la cryptographie. Comme le passé, finalement, on est toujours en évolution. Peut-être que nous en resterons donc au même point, à savoir une sécurité temporaire, sans aucune garantie qu'il n'existe pas un jour un ordinateur quantique capable de résoudre le problème du réseau mathématique. Dans ce jeu du chat et de la souris, les cryptographes ont actuellement l'avantage. Mais en cryptographie, la sécurité à 100% n'existe pas. Quelles que soient les facultés des futurs ordinateurs quantiques, il semble que nous soyons actuellement bien équipés pour protéger nos données et nos conversations confidentielles contre les pirates, et ce, y compris pour les années à venir. Et pourtant, tout porte à croire que cette course contre la montre entre dans une nouvelle phase. Un jeu qui met constamment en lumière la vulnérabilité du chiffrement des données, mais qui garantit le plus souvent que nos secrets restent bien secrets.